Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Appaloosa. Je vais commencer cette chaîne par une série de vidéos sur l'histoire de l'Amérique française. C'est une histoire intéressante mais qu'on ne connaît pas. Alors surtout en ce moment où on dénigre tout ce qui est français, il serait bon de remettre quelques pendules à l'heure. Alors, l'Amérique française, est-ce une histoire occultée? Oui et non, parce que on n'en parle pas. Pourtant, la documentation existe et elle est facile à trouver. Est-ce une histoire oubliée? Non plus, parce que pour oublier quelque chose, il faut qu'on nous l'ait enseigné. Or, dans les écoles françaises, on enseigne quelque chose de très fragmentaire. Donc, on peut dire que c'est une histoire qui est ignorée. On commence donc en 1453 par la prise de Constantinople par les Turcs. Et l'expansion de l'Empire turc va empêcher les Européens de commercer avec l'Asie par les routes de la soie. Le Portugais Vasco de Gama va atteindre les Indes en contournant l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. En même temps, les Européens cherchent à atteindre l'Asie par l'ouest. Christophe Colomb va atterrir aux Antilles et démarrer ainsi l'ère des grandes découvertes. Dans cette ère des grandes découvertes, l'Espagne et le Portugal ont pris beaucoup d'avance, à tel point qu'une guerre manque de se déclarer entre ces deux pays. Le Vatican intervient et on signe le traité de Tordesillas où on trace une ligne au milieu de l'Atlantique en décidant que tout ce qui est à l'est appartiendra aux Portugais et tout ce qui est à l'ouest appartiendra aux Espagnols. En Europe, des puissances comme la Hollande, la France et l'Angleterre ne sont pas très satisfaits de ce traité. Et même François Ier va s'écrier « Je me demande dans quelle clause du testament d'Adam ma part du monde a été enlevée ». À cette époque, il n'y a pas vraiment de marine nationale. Il y a surtout des aventuriers qui se mettent au service d'une couronne. Giovanni Verrazzano, un gentilhomme de Florence, en Italie, s'est mis au service de François Ier. C'est un bon navigateur et un homme qui a beaucoup d'intuition. François Ier l'envoie en mission à l'ouest et d'explorer au nord des possessions espagnoles, c'est-à-dire au nord de la Floride. Verrazzano va explorer donc les côtes des États-Unis. Il va même reconnaître la baie de New York qui baptise la Nouvelle-Angoulême en l'honneur de François Ier, qui est de la famille d'Angoulême. Il rentre en France avec sa première intuition, c'est que l'ensemble Amérique du Nord, Amérique du Sud forment un seul continent. Là-dessus, il a raison. Et il pense aussi qu'il y a un passage pour aller de l'autre côté. Il y a déjà le détroit de Magellan, mais il pense qu'il y en a un deuxième. Donc, il part pour un deuxième voyage pour essayer de trouver ce passage. Il va prendre des risques parce qu'il va descendre jusqu'au Brésil, donc en eau espagnole et portugaise. Il rentre en France avec sa deuxième intuition, c'est que le passage pour passer de l'autre côté et atteindre l'Asie se trouve au nord. Il a raison. Seulement, ce qu'il ne sait pas, c'est que ce passage, c'est l'océan Arctique qui est les 3/4 du temps pris par les glaces. Et ce qu'on appelle à l'époque le passage du Nord-Ouest ne sera parcouru qu'en 1906 par l'explorateur norvégien Amundsen. Donc, Verrazzano part pour un troisième voyage qui se termine mal parce que, en débarquant aux Antilles, les Français sont attaqués par des Indiens et Verrazzano est tué. À partir de là, François Ier cherche un deuxième marin et il prend le malouin Jacques Cartier. Jacques Cartier part pour une première mission où il doit confirmer les découvertes de Verrazzano. Jacques Cartier arrive au Canada, il explore toute la baie du Saint-Laurent ainsi que la baie de Gaspé. Il débarque et fait connaissance avec les Indiens. Les relations sont correctes.
Et là, il y a la confusion de Jacques Cartier, c'est qu'en se promenant avec un Indien, ce dernier va lui montrer d'un geste large son village en disant « Kanata », ce qui veut dire « mon village ». Jacques Cartier va mal interpréter, il pense que le geste large de l'Indien décrivait la région, il comprend mal le mot, il l'inscrit Canada, et il pense que toute la région s'appelle Canada. Il rentre en France faire son rapport, et François Ier va donner le nom des découvertes de Jacques Cartier de Nouvelle-France. Donc on appellera indistinctement à la fois Canada et Nouvelle-France. Jacques Cartier part pour un deuxième voyage avec mission de découvrir ce fameux passage du Nord-Ouest qui est vraiment mythique. Il pense l'avoir trouvé, mais il se rend vite compte qu'il est au milieu d'un vaste fleuve. Et comme c'est le jour de la Saint-Laurent, il le baptise le Saint-Laurent. Ensuite, il reconnaît un autre endroit que les Indiens appellent Québec. Ça veut dire le détroit. C'est un endroit où le Saint-Laurent se rétrécit et cet endroit est dominé par une falaise. Donc, Jacques Cartier voit là un bel endroit pour installer une colonie, à cet endroit appelé Québec. Ensuite, il reconnaît un autre endroit que les Indiens appellent Hochelaga, c'est-à-dire la baie des Castors, où il y a une grosse colline que Jacques Cartier nomme le Mont-Royal. Puis, l'hiver arrive et les Français font connaissance avec les très rudes hivers canadiens et ça manque de très mal se passer pour eux. Ils sont malades de scorbut et vraiment près de mourir. Et ils sont sauvés par un Indien qui leur amène une tisane à base d'épinettes blanches. Jacques Cartier rentre en France lorsqu'il y a la fonte des glaces. Et ensuite, il recevra une troisième mission par François Ier en vue de trouver les possibilités du Canada. Et il sera accompagné par un noble français, le sire de Roberval, qui lui doit établir une colonie. Il faut dire que François Ier est en guerre contre Charles Quint et il a besoin de remplir ses caisses. Donc, alors, à son arrivée, Jacques Cartier va trouver de l'or et des diamants, pendant que Roberval, lui, établit sa colonie. Jacques Cartier rentre en France, seulement l'or qu'il a trouvé, c'est de la pyrite aurifère, quant au diamant, c'est du mica. Quant à Roberval et sa colonie, elle ne résistera pas au premier hiver et les Français rentrent en France. À ce moment-là, François Ier laisse tomber le Canada, complètement. Et il décide de se rabattre sur la matière première, parce qu'il a besoin de remplir ses caisses. La matière première, qu'est-ce que c'est? Ce sont les galions espagnols qui rentrent du Nouveau Monde chargés d'or. Et là, dans une deuxième vidéo, nous allons voir comment François Ier va s'y prendre pour capturer tous ces galions.